Bonjour et bienvenue à Dinis Guarda, le podcast YouTube alimenté par citiesabc.com, businessabc.net, wisdomia.ai et sportsabc.org. Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à dresser le profil de certaines des plus grandes personnalités du monde des affaires et de la technologie à l'échelle mondiale, et surtout des personnes qui repoussent les limites des produits et des outils que nous utilisons au quotidien, et surtout des choses qui nous font vraiment rêver ou qui nous donnent une vision un peu moins dystopique du monde. Et aujourd'hui, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de présenter une personnalité et une entreprise qui a en fait été testée pendant un certain temps et qui, je dirais, formate de bien des façons la façon dont nous regardons l'identité, l'informatique spatiale et l'intelligence artificielle générative ensemble. Alors, je souhaite la bienvenue à Tomer Zucker dans notre série. Donc, Tomer est un leader en marketing et cofondateur, et il est le directeur marketing d'une entreprise qui est assez bien connue dans le monde de la technologie DID. Et Tomer est un innovateur avec plus de 20 ans d'expérience dans les entreprises technologiques mondiales et l'intelligence artificielle générative et la transformation numérique. Et actuellement, en tant que vice-président du marketing chez DID, une entreprise d'intelligence artificielle générative spécialisée dans la création d'humains numériques. Comme votre nom l'indique, c'est assez sensible, mais aussi plutôt excitant. DID, fondé en 2017, opère mondialement avec des bureaux à New York, Londres, Singapour et Tel Aviv. La plateforme a généré plus de 250 millions de vidéos et elle a été reconnue parmi les meilleures inventions de Time de 2024. Tomer est également cofondateur de la communauté Linkus, un réseau marketing influent sur LinkedIn. Avant de rejoindre DID en 2023, Tomer était le directeur marketing chez HubSpot en 2022-2023, où il dirigeait une équipe mondiale de 40 responsables marketing et également les opérations dans de nombreux domaines différents. De plus, il a collaboré avec Kiron, Mintex et de nombreuses autres entreprises technologiques dans le domaine du marketing. Tomer a aussi travaillé chez Amazon Web Services, en tant que responsable du marketing partenaire pour Israël et membre de l'équipe de marketing partenaire Amazon Web Services Europe, Middle East and Africa. Et il a dirigé des programmes à travers le monde et dans la région EMEA. Par le passé, il a aussi collaboré avec IBM et Microsoft. Et parmi ses réalisations, il y a un MBA, un BA, un prix d'excellence en marketing et une bourse d'études. Et je suis très excité de l'avoir ici et de parler de toutes ces implications de l'intelligence artificielle en ce qui concerne les humains numériques, le marketing et la technologie en général. Tomer, bienvenue dans notre série. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité. Vraiment heureux d'être ici. Alors, Tomer, un peu de ton parcours et de ton éducation. Tu as un profil fantastique dans la tech, mais tout a débuté quelque part. Et probablement que j'aimerais toujours revenir à quelque chose de ton enfance qui t'a amené là où tu es maintenant. Wow, donc tu m'as surpris, je pense. Je pense que tu sais que j'ai commencé mon voyage dans l'industrie de la technologie quand j'étais à l'école élémentaire, je pense. J'ai eu mon premier PC, un ordinateur personnel. C'était un Apple. Tu sais, là, il y a de nombreuses années. Une des choses que j'aimais vraiment faire, c'était de l'ouvrir et d'essayer de comprendre ce qui se cachait derrière le moteur. Mais vous vous souvenez probablement de ces écrans noirs avec des polices vertes et c'était vraiment excitant. Vous savez, comparable à aujourd'hui, c'était presque comme un jouet. Mais pour moi, c'était l'ouverture de mon imagination sur les possibilités. Tu sais, j'ai appris quelques bases et tu sais, j'ai essayé de faire un peu de codage et autres. J'ai aussi appris l'informatique au lycée, mais finalement, je me suis retrouvé en tant que responsable assurance qualité dans une start-up travaillant, tu sais, la revue de code autour du produit. Mais pour être honnête, bien que je sois vraiment fasciné par la technologie, je me suis trouvé de plus en plus attiré par l'aspect commercial du domaine. C'est donc un bel équilibre entre la compréhension de la technologie, comment la technologie fonctionne, à quoi ressemble le code et comment vous pouvez l'utiliser dans le domaine des affaires. Je crois que mon voyage commence. Donc, j'aime toujours poser une question. Y avait-il un épisode spécifique, que ce soit dans l'éducation, un enseignant, une famille, qui vous a poussé à faire ce que vous faites ou qui vous a influencé? Car je pense que c'est un élément clé, surtout que nous sommes dans un nouvel élément de perturbation en termes de ce que signifie travailler. Oui, je peux penser à quelque chose. Tout d'abord, mon père travaillait dans les ventes en tant que marketing, vous savez. Donc, j'ai eu cette sorte d'opportunité
de capter certains des mots à la mode autour du marketing, des ventes, des prospects, des affaires et des transactions. C'est du côté des affaires. Un de mes oncles a été l'un des premiers adoptants d'Internet. Je parle du début des années 90 ou quelque chose comme ça. Là, il travaillait de chez lui, s'occupant de la bourse et de choses du genre, à distance, et rien que l'idée que cette sorte de boîte, l'ordinateur, puisse être connecté au monde, c'était quelque chose de stupéfiant. Et encore une fois, comme vous l'avez mentionné, c'est quelque chose qui est caché dans l'enfance ou l'expérience, qui prend tout ce puzzle et les assemble en une histoire convaincante. Donc, en regardant en arrière sur ma carrière, c'était toujours comme le mélange entre la technologie et les affaires. C'est là que je me trouve comme dansant entre les deux angles de ce business. Oui, c'est très intéressant parce que, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, surtout si vous êtes probablement de notre groupe d'âge, bah, c'est une chose, mais si vous êtes un peu plus jeune, vous ne pensez pas au monde que nous avons maintenant. Donc, votre profil est incroyable et j'ai fait une petite introduction, mais vous avez touché certaines des plus grandes marques du monde et vous avez aussi traversé beaucoup des étapes de l'Internet. Alors, parlez-nous un peu de cette trajectoire de Microsoft à IBM jusqu'à maintenant, plus la partie perturbatrice de l'intelligence artificielle générative et de l'informatique spéciale. Oui, c'est tout un voyage pour être honnête et je me sens très privilégié d'être comme un témoin à certaines des plus grandes révolutions dans le monde de la technologie et aussi dans le monde du marketing. Et en étant un directeur marketing dans ce domaine de la technologie à haut débit, c'est incroyable. Comme mentionné, j'ai débuté mon parcours au début des années 2000 en tant que manager QA et spécialiste des services professionnels dans une petite start-up qui s'occupait de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'analyse de texte. C'était super intéressant de travailler avec des développeurs et des architectes juste pour créer la version alpha du produit. Et après ce voyage et cette aventure, j'ai traversé la route et suis passé du domaine technologique au domaine commercial. J'ai entamé un long parcours chez Microsoft, l'une des meilleures écoles de commerce au monde, une entreprise vraiment incroyable. J'ai débuté ma carrière en tant que responsable de compte dans les ventes pour les entreprises, couvrant les secteurs de la fabrication, des services financiers et de la vente au détail. J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant avec de tels clients, en comprenant leurs contraintes et besoins commerciaux et comment nous pouvons les aider en utilisant la technologie. Après quelques années dans les ventes, je suis passé au marketing, ma passion. J'ai occupé quelques postes en tant que responsable marketing produit et j'ai également dirigé le groupe d'affaires Microsoft de Cloud et de services. C'était les premiers jours de l'informatique en nuage. C'était donc vraiment incroyable d'être dans ce genre de révolution, passant des serveurs sur site au cloud. C'était un voyage incroyable. Et j'ai terminé ma carrière chez Microsoft en tant que responsable de compte partenaire pour des entreprises multinationales, de grandes marques comme HP et Samsung et Lenovo et d'autres fabricants de PC et de serveurs. Et après ces longues 12 années chez Microsoft, j'ai commencé à travailler avec IBM. Ils étaient l'un de mes partenaires à l'époque chez Microsoft. Et j'ai passé quelques années en tant que responsable marketing pour la cybersécurité et responsable marketing pour le groupe technologie et systèmes, puis je suis retourné aux ventes et j'ai dirigé l'unité de sécurité pour IBM. J'ai travaillé avec de nombreux fournisseurs de services et intégrateurs de systèmes et clients sur la façon de sécuriser leur domaine, leur environnement, vraiment très intéressant. Et après quelques années chez IBM, j'ai commencé mon rôle chez AWS, comme vous l'avez mentionné, en tant que responsable du marketing de modèles. J'ai travaillé avec de nombreuses startups matures, des licornes et de nombreux consultants et intégrateurs de systèmes. Le défi à l'époque était d'accélérer l'adoption de la plateforme de services web d'Amazon par les entreprises technologiques afin d'utiliser vos services dans le cadre de leurs produits. J'ai donc travaillé avec de nombreuses entreprises technologiques mondiales intéressantes. C'était un voyage incroyable et j'ai également passé environ 2 ans en tant que mentor pour certains des fondateurs de startups avec lesquels AWS a travaillé. Donc, c'était une autre expérience. Et après presque 20 ans à travailler pour de grandes entreprises, j'ai retraversé la route vers le monde des startups et j'ai passé quelques années à travailler en tant que VP Marketing et CMO pour une startup. Et je suis ici chez D&D depuis presque 2 ans en tant que VP du marketing. Et c'est une période vraiment excitante pour nous, pour être honnête. Sympa. Votre profil est vraiment excitant. Mais aussi, je pense que, comme vous l'avez décrit, si vous touchez à la technologie, au marketing et aux ventes, et comme le croisement, toutes ces différentes choses, surtout sur la technologie, ont changé toutes les autres.
Alors, avant d'aller à l'idée, donc si vous regardez votre carrière, et bien sûr, vous commencez initialement à parler du début d'Internet. Je pense que c'est une très courte période pour les adultes, mais c'est différent pour les jeunes. Mais au cours des 30 dernières années, nous avons presque, eh bien, c'était la quatrième révolution industrielle. Maintenant, nous sommes dans la cinquième. Donc, c'est une énorme quantité de perturbations et de changements. Donc, je pense que pour des gens comme lui, comme moi, je pense que nous faisons cela au quotidien. Donc, probablement, c'est un peu différent pour les gens qui ne voient pas la vitesse des choses parce que nous construisons probablement cela. Surtout les entreprises que vous avez mentionnées construisent tous les outils et en fait toute l'infrastructure que nous utilisons. Mais de cette expérience de, disons, une vingtaine d'années, quels sont les domaines ou du moins certains des moments où vous avez ressenti des percées ou des défis que vous aimeriez souligner, surtout en tant que marketeur, mentor, et entre le monde de l'entreprise et le monde des startups, surtout en Israël, qui est l'un des écosystèmes de startups les plus dynamiques au monde. Ouais, donc je peux parler de quelques points dans le temps, je dirais, ou moment. Je pense que lorsque j'ai commencé mon parcours chez Microsoft, l'un des premiers rôles que j'ai pris était en fait pour MSN, leur plateforme en ligne. Et je me souviens de moi en tant que jeune directeur de compte essayant de vendre Internet pour les éditeurs. Pensez à vendre cela aux banques et aux compagnies d'assurance. Et il s'agissait de convaincre des entreprises traditionnelles non pas de dépenser leur budget marketing en publicité sur MSN, mais de comprendre le concept de publication sur Internet par rapport à la publication dans les journaux. C'était incroyable parce qu'aujourd'hui c'est évident, mais c'était une révolution massive, massive. Une perturbation pour de nombreux marketeurs à l'ancienne, si je peux dire ça, c'est presque comme si vous pouviez réellement mesurer la performance de vos campagnes. Parce que c'est quelque chose qui a, je dirais, fait passer le marketing du côté artistique de l'entreprise au côté scientifique parce que vous pouvez réellement mesurer l'impact que nous créons. Donc, cela semble très évident pour les marketeurs d'aujourd'hui, mais ce n'était pas comme ça dans le passé. Pensez à des séries comme Mad Men, par exemple. Quand on parle des années 50 et 60, faire du marketing était presque comme de la magie, comme une boîte noire. Ce que vous pouvez y faire, c'est toujours incroyable, c'est toujours fascinant, mais le marketing en tant que profession a tellement évolué depuis lors. Donc, c'est un moment. Un autre moment clé est la révolution mobile, permettant d'accéder aux données partout et à tout moment. C'était incroyable. Et un autre, c'est presque comme si vous pouviez être en contact avec votre public, avec votre prospect, avec votre client tout le temps encore. Vous ne serez pas collé à un écran spécifique ou à une plateforme spécifique. C'est toujours avec vous. Donc, cela ouvre beaucoup d'opportunités. Par exemple, le marketing basé sur la localisation, n'est-ce pas? Vous savez où il se trouve. Vous pouvez faire quelque chose avec ça. La prochaine révolution a été, comme évoqué, celle du cloud. Pensez à la façon dont nous gérons nos données, nos actifs, nos documents, nos contacts, notre vie. C'est quelque part dans le cloud. Et encore une fois, le concept est presque comme déléguer votre vie à ce genre de terme amorphe qu'est le cloud. Qu'est-ce que le cloud? C'était il y a quelques années lorsque vous avez créé ce genre de confiance que les gens ont réellement confiance pour déléguer leurs calculs au service cloud. C'était aussi incroyable. Il y avait comme des mots à la mode supplémentaires, comme blockchain, etc. Vous savez, comme tout le monde en parlait. Je pense que la révolution de l'intelligence artificielle, et nous sommes dedans depuis les 2 ou 3 dernières années, je dirais, c'est quelque chose de complètement différent. C'est énorme. C'est plus grand que n'importe quelle révolution que je viens de décrire. Je pense que la seule analogie où vous savez, le phénomène parallèle auquel je peux penser est la révolution industrielle à l'époque au 18e siècle. C'est énorme et je dois dire que lorsque j'ai eu l'occasion de vivre chez GPT, vous savez, à l'époque, en novembre 2022, j'ai réalisé très, très vite que c'est autre chose. Donc, c'est quelque chose à propos de la révolution pendant le voyage. Et vous m'avez aussi demandé les différences entre travailler pour de grands géants de la technologie et des startups. Donc, oui, il y a quelques différences significatives entre ce type de créatures, je dirais. Donc, travailler pour des géants de l'industrie comme Microsoft, IBM et AWS,
m'a donné une solide base en matière de processus et de scalabilité et le pouvoir de l'impact mondial. J'ai appris, par exemple, comment gérer des campagnes à grande échelle, comment assurer la cohérence de la marque à travers les régions et comment exploiter les données pour orienter les décisions. Et cette expérience m'a appris la valeur du travail d'équipe, car vous savez que vous êtes un marketeur parmi des milliers de marketeurs, donc vous devez travailler dans un environnement très collaboratif. Et c'était incroyable, mais d'un autre côté, passer au monde des startups m'a mis en position de pouvoir diriger le navire, de bouger rapidement, d'expérimenter plus librement et de stimuler l'innovation sans les couches d'approbation qui sont très courantes dans, vous savez, les organisations plus grandes et plus importantes. Je dirais donc que les startups ont aiguisé ma capacité à m'adapter, à prendre des risques calculés, ce qui est important, et même à personnaliser les efforts de marketing pour avoir un impact immédiat et réel. Pour être honnête, cette liberté s'accompagne d'une plus grande incertitude. Je dirais que le monde des startups n'est pas l'industrie la plus stable du monde. Et je dois porter plusieurs casquettes en ce sens. Je pense donc que pour moi, cet équilibre entre plus de structure et d'agilité a façonné mon approche du marketing aujourd'hui. Et j'essaie de tirer le meilleur des deux mondes, vous savez, en appliquant la rigueur stratégique et le gain d'évolutivité des géants de la technologie, mais aussi en adoptant la créativité, la rapidité et l'agilité développées dans la startup. C'est ainsi que je vois les choses. C'est fantastique. J'adore votre façon de vous exprimer. Et c'est vraiment très précis et très pointu parce qu'effectivement, nous traversons beaucoup de choses. Alors, passons à votre rôle actuel et au DID. Donc, DID est une entreprise en pleine croissance qui est en quelque sorte l'une des entreprises les plus innovantes en mettant sur la carte l'idée de créer des avatars IA basés sur une photo ou une vidéo, mais aussi en créant une nouvelle identité numérique qui peut être utilisée pour beaucoup de choses. Et bien sûr, dans mon cas, les personnes qui viennent sur ma chaîne YouTube, elles me verront comme je suis en ce moment en train de parler avec vous, mais avec plusieurs itérations de mon véritable jumeau numérique. En fait, vous pouvez voir quelques vidéos qui sont réellement faites avec mon jumeau numérique et c'est en partie basé sur des produits comme vous, les gars, et même notre plateforme wisdom.ia. Donc, j'aimerais tout d'abord la première question est qu'est-ce que ce DID vient de vous, un peu de l'histoire de vos produits? C'est la première question, j'en ai beaucoup d'autres liées. Oui, bien sûr, mais merci pour l'introduction. Alors, des idées, tout d'abord, les idées comme le terme, les idées viennent de, c'est un acronyme, c'est comme l'identification, c'est une technologie provenant du domaine de la cybersécurité et c'est vraiment lié aux racines de DID parce que DID a été fondé en 2017 en tant que société de cybersécurité. La première technologie ou l'algorithme de l'entreprise était la capacité de changer certaines caractéristiques sur les visages humains, sur les images, afin d'empêcher les outils IA de voler des identités. C'est une grande histoire. Nous avons fait un pivot il y a quelques années, un changement important et traversé la route. Mais c'était l'origine originale de l'entreprise. Et c'est très courant pour une start-up de faire ce genre d'expérience, de marketing, de produits et de mieux comprendre quel est le vrai problème qu'ils peuvent résoudre et aider le monde. Donc, après avoir passé 2 ou 3 ans dans le domaine de la cybersécurité, je pense que c'était en 2020, l'entreprise a déplacé ou pris la même technologie, mais l'a utilisée pour animer des images. Donc, la technologie de base de l'algorithme et la capacité d'identifier des visages humains sur des photos. Et une fois que vous identifiez une photo comme un visage humain, vous pouvez l'animer et vous pouvez transformer une image fixe en un avatar parlant. Et c'est ainsi que DID a grandi. Donc, la technologie de base de la plateforme, et peut-être que vous l'avez également expérimenté, consiste à prendre une image fixe. C'est comme la technologie de l'image à la vidéo et le résultat est un avatar IA. Actuellement, aujourd'hui, nos avatars peuvent se parler en 120 langues. Il y a une synchronisation labiale complète entre le visage et le texte. Vous pouvez donc générer vos propres images. Vous pouvez télécharger des images photoréalistes. Vous pouvez écrire un script. Vous pouvez télécharger l'enregistrement. Vous pouvez cloner votre voix. Il y a donc plusieurs possibilités. Et le résultat est un avatar parlant. Donc, certaines personnes utilisent des images photoréalistes, donc des personnes qui leur ressemblent. Certaines personnes génèrent ce genre d'images mi-fictionnelles, vous savez, comme des super-héros. Pensez au type d'image EA
en utilisant par exemple Midjourney. Vous pouvez toutes les générer sur notre plateforme ou apporter vos propres photos. Et le résultat sont des vidéos que vous pouvez utiliser dans vos campagnes d'apprentissage, tout ce que vous aimeriez raconter à travers une vidéo. C'était donc la technologie de base. Et au cours des 1 à 2 dernières années, nous avons fait progresser la technologie. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'image à la vidéo, mais aussi de la vidéo à la vidéo. Nous avons donc créé un ensemble d'avatars personnalisés, ce qui signifie que vous pouvez prendre un enregistrement de vous-même sur une vidéo entre 1 minute ou 5 minutes. C'est vraiment à la discrétion du modèle et le modèle est formé sur la vidéo et le résultat est vous-même, votre jumeau numérique, mais vous pouvez contrôler les mots que votre avatar dira et encore une fois, il prend en charge 120 langues et le résultat est quelque chose de très identique à la figure originale. Et les gens, les entreprises et les organisations l'utilisent pour accélérer la production de vidéos. Pensez aux problèmes auxquels de nombreuses organisations et entreprises sont confrontées aujourd'hui, car nous savons que la vidéo en tant que format de contenu est l'un des formats les plus engageants, donc c'est comme convertir plus de gens. Cependant, la vidéo est assez complexe à produire et c'est assez coûteux. Donc, de nombreuses organisations et entreprises doivent faire des compromis sur le nombre de vidéos qu'elles créent ou leur durée ou leur qualité. Il y a donc un écart entre le besoin de vidéo et les contraintes de la réalité. Et DID, dans ce sens, comble cet écart. Nous offrons aussi des services de traduction vidéo. Vous pouvez donc prendre votre propre vidéo, vous savez, en parlant à la caméra ou quoi que ce soit, et vous pouvez traduire la même vidéo en environ 2 minutes dans 30 langues. Alors pensez aux créateurs de contenu ou aux responsables marketing ou à tout type de besoin que vous aimeriez adresser à un public mondial et vous ne voulez pas vous reprendre et vous ne voulez pas mettre de sous-titres. Pour être authentique, vous pouvez simplement prendre cette vidéo et la réutiliser avec la traduction vidéo. Dans ce sens, pensez à la réduction des coûts, à la réduction du temps de mise sur le marché, à l'agilité et à la capacité de faire de la localisation qui est très importante et vous pouvez également faire de la personnalisation. Donc, nous avons aussi un autre produit nommé campagne vidéo. Vous pouvez lancer des campagnes de marketing par email vidéo en créant des vidéos, tandis que vous pouvez personnaliser les vidéos en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, vous avez, disons, 100 000 clients dans votre base de données et vous aimeriez produire pour chacun d'eux une vidéo dédiée. Pensez aux anciens jours, combien de temps et de coûts cela vous prendrait probablement, vous ne pourriez pas le faire. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire en quelques minutes pour être honnête. Et vous pouvez définir tous les champs clients afin de pouvoir créer presque comme un marketing individuel en utilisant la vidéo à grande échelle. Donc, c'est comme une partie de la technologie que nous proposons aujourd'hui et je pense que l'un des types d'avatars les plus intéressants que nous avons introduits dans le monde, il y a environ 1 an, ce sont nos agents DID qui sont des avatars interactifs. Donc, contrairement au premier type d'avatar que j'ai mentionné, qui sont comme asynchrones, donc vous définissez ce qu'ils disent avec les agents, vous les formez sur un domaine de données spécifique. Vous pouvez définir leur personnalité et leur ton de voix, et vous pouvez leur parler en temps réel et ils vous répondent en utilisant leur propre voix en temps réel. Donc, en ce sens, vous pouvez réellement créer un dialogue, une conversation en temps réel avec un avatar. Vous pouvez intégrer l'avatar sur votre site web ou votre application ou même un appareil physique. Pensez à la télévision intelligente, pensez au distributeur automatique de billets, pensez à votre machine à café, je ne sais pas, et vous pouvez simplement converser avec l'avatar. C'est donc époustouflant et c'est la direction que nous voyons actuellement l'industrie prendre. C'est donc assez impressionnant. Et bien sûr, pour les gens ici sur ma chaîne, je pense que vous avez vu une partie de cela sur ma propre chaîne YouTube, beaucoup de ces choses. Donc, parmi les produits que vous avez, et vous synthétisez la plupart des produits que vous avez, un B2B au B2C. Donc, l'industrie va exploser davantage, par exemple. J'ai récemment fait une étude sur les agents d'intelligence artificielle. En particulier, nous parlons déjà de 3 milliards existants et bien sûr, n'importe qui peut en créer un. Il s'agit de comment vous l'échelonnez. Donc, quelques questions que j'ai et pour les gens qui nous écoutent.
lors de la construction de cette technologie. Bien sûr, il y a des possibilités incroyables. Il y a aussi des risques comme les problèmes de cybersécurité, mais je pense que les opportunités pour les entreprises comme Zaporis, comme vous l'avez très clairement exprimé, sont énormes. Mais bien sûr, la plupart des gens ne savent pas comment utiliser. Cela, c'est toujours un défi. Bien que ce soit assez facile, d'une certaine manière, ce n'est pas facile de le transformer en une entreprise et de le productiser. Donc, j'aimerais aborder un peu cela. La première partie de la question est si vous pouviez expliquer comment cela fonctionne. Je sais que c'est une question assez basique pour vous et moi, mais je pense toujours que les gens ne savent pas ce qu'est un agent intelligence artificielle, même si vous le répétez plusieurs fois. Et ensuite, la deuxième chose concerne les meilleures pratiques pour utiliser ces technologies et aussi pour éviter les risques, car en fin de compte, par exemple, comme cela se passe actuellement, les deepfakes et autres choses vont devenir un défi croissant. Mais concentrons-nous sur le positif et ensuite sur les risques. Je suis d'accord, l'industrie de l'intelligence artificielle est encore très jeune. Nous en parlons depuis des décennies, mais c'est un domaine qui émerge à peine. Le terme intelligence artificielle a été développé dans les années 1950, mais jusqu'à récemment, c'était presque comme un secret de très peu de personnes dans le monde qui étaient réellement des experts en intelligence artificielle. De nos jours, tout le monde se prétend expert en intelligence artificielle. Cela me fait toujours rire car il y a encore très peu de véritables experts en intelligence artificielle. La plupart d'entre nous sont vraiment des utilisateurs avancés de l'intelligence artificielle. Mais comme vous l'avez dit, les possibilités sont infinies. Et avec l'intelligence artificielle générative, et nous sommes dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, c'est presque comme abaisser la barre et aider les masses, le marché de masse, à bénéficier de la puissance de l'intelligence artificielle afin de générer du contenu. La vidéo peut donc être considérée comme un type de contenu. C'est ce que fait DID, mais vous pouvez penser à des choses comme la génération de texte, la génération d'images, la génération de sons, la génération de musique, la génération de design et la génération de code. Donc, c'est vraiment, vraiment sans fin. Et je pense que c'est ma propre projection pour 2025, je dirais. Nous franchissons, vous savez, cette phase d'engouement pour l'IA en tant que technologie. Et nous avons commencé à constater l'adoption par les entreprises qui cherchent ces endroits où elles peuvent tirer un véritable bénéfice de l'IA. Et nous ne parlons pas du seul designer, du seul rédacteur ou du seul développeur. Nous parlons de départements de bout en bout. Et même, nous avons commencé à voir comme une adoption à travers l'organisation. Donc, en revenant à DID, et nous avons mentionné quelques-unes des technologies que nous avons introduites dans le monde, nous voyons une forte adoption dans quelques domaines. L'un d'eux est l'apprentissage et la formation, une organisation d'apprentissage et de développement. Ces départements créent beaucoup de contenu et la plupart d'entre eux sont liés à une main-d'œuvre mondiale. Ils doivent donc créer une grande quantité de contenu très fréquemment. Ils aimeraient créer un format plus engageant afin de s'assurer que les gens apprennent réellement les choses. Et ils aimeraient pouvoir personnaliser le contenu et localiser le contenu. Nous voyons donc les départements de formation et de développement, 50 et 5 cents, comme l'un des premiers clients et adopteurs de l'intelligence artificielle générative dans son ensemble, ainsi que 5 cents et 5 cents. Le deuxième département est le marketing. Ils produisent beaucoup de vidéos, des vidéos de produits, des communications internes et externes et de nombreuses autres vidéos afin d'éduquer et d'inspirer. Et en raison des contraintes en termes de coûts, de complexité, etc., nous les voyons comme l'un des départements les plus intéressants qui utilisent l'intelligence artificielle générative. Et je dois dire quelque chose d'autre. Nous savons, et c'est quelque chose qui provient des idées que nous avons générées à partir de nos utilisateurs. Ce n'est pas surprenant, mais je dirais même que la plupart des gens ne se sentent pas vraiment à l'aise devant la caméra, vous savez. Vous savez, il y a comme un facteur de gêne très présent et cela a poussé beaucoup de gens, vous savez, des gens très intelligents et talentueux, à éviter d'interagir avec leur public. Et j'ai eu très peu de discussions intéressantes avec ces personnes parce qu'elles ont réellement perdu des affaires à cause du manque d'interaction émotionnelle avec leur public. Mais une fois qu'elles créent leurs propres avatars, des avatars hyper réalistes, c'est presque comme si ce n'était pas eux. C'est leur avatar et ils se sentaient les plus libres de communiquer le message à l'ensemble du public. Il est donc vraiment incroyable de penser à la relation que nous, en tant qu'êtres humains, entretenons avec ces avatars.
C'est comme si on créait une nouvelle forme de vie qui nous imite. C'est notre jumeau numérique, je dirais, mais vous pouvez le contrôler et l'utiliser à votre avantage. J'ai parlé d'apprentissage, de développement et de marketing. L'autre département que nous avons vu adopter est l'expérience client. Pensez à tous les points de contact entre l'organisation, entre la marque et l'utilisateur final. Concentrez-vous sur l'assistance et la satisfaction client. Dans un monde idéal, j'aimerais placer une personne, une vraie personne, devant chacun de mes clients pour leur apporter le meilleur soutien possible, mais en réalité, il y a une pénurie de compétences et dans de nombreux cas, il y a aussi des barrières linguistiques. Nous générons donc une interface vocale empathique et des avatars intelligence artificielle. Vous pouvez créer un département de support client avec, je ne sais pas, 1000 avatars, 100 000. C'est illimité, presque illimité, et chacun d'eux peut parler dans sa propre langue locale. Pensez donc à l'expérience de l'un de vos utilisateurs, l'un de vos clients. Qui reçoit un soutien immédiat pour quelque chose, quelqu'un comme un avatar qui a été formé et peut converser avec eux dans leur langue locale? C'est donc un autre département que nous avons vu, et domaine, c'est l'expérience client, et il y a un autre domaine qui est plus lié à notre acide désoxyribonucléique de base. C'est sous le titre de l'intelligence artificielle pour le bien et ce sont des personnes handicapées, des personnes qui ont certaines incapacités et certaines, certaines contraintes pour communiquer avec d'autres. Par exemple, des personnes qui souffrent de la sclérose latérale amyotrophique ou d'autres maladies ou, vous savez, des contraintes qui affectent vraiment la façon dont ils communiquent avec leur environnement. Et nous aidons ces personnes. Nous avons trouvé des moyens de leur créer des avatars afin qu'ils puissent converser et interagir avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, et c'est l'une des choses les plus inspirantes que DID fait. Eh bien, tout d'abord, félicitations, et je pense que vous résumez toutes les différentes choses qui sont possibles avec ces sortes d'agents numériques avatars. Mais il y a une énorme opportunité et défi en ce moment. Donc, je pense que ma question en ce moment, je pense que nous regarderons les avantages, regardons les inconvénients. Oh ouais. Des risques de cela, et bien sûr, vous êtes très éthique. Vous avez même une section sur votre site web concernant l'éthique de l'équipe. Nous mettrons ces autres liens ici. Donc, et comme je sais que, comme vous l'avez mentionné, c'est une entreprise qui a commencé avec la cybersécurité, vous en étiez conscient et l'avez évoqué. Mais le défi n'est plus tellement à propos de cela. Je pense que pour cette partie, tout le monde voit les risques, mais il ne réalise pas la difficulté réelle, à moins d'y être confronté. Et aussi, comme vous l'avez dit, cela va créer, j'ai mentionné 3 milliards. Je pense que c'est plus ou moins le nombre d'agents intelligence artificielle qui sont déjà disponibles. Et probablement, disons que 1% deviendront un peu comme des mini-AGI et probablement 0,1% deviendront des AGI. Que pensez-vous de cette partie? L'AGI, l'intelligence générale augmentée mentionnée plusieurs fois ici, mérite d'être répétée pour les auditeurs. Je pense que c'est une question que j'ai pour vous en tant qu'expert dans la construction de cela. Oui, tout d'abord, c'est une question juste, une préoccupation juste, pour être honnête, car c'est une technologie très puissante. Une IAG, comme vous l'avez mentionné, est presque comme le Saint Graal, ce qui suscite des préoccupations. Et pour être honnête, ce sont des préoccupations justes. Donc, je pense que nous savons que cette technologie, comme je l'ai mentionné, a ouvert beaucoup d'opportunités et de portes passionnantes, mais il y a aussi des préoccupations éthiques. Par exemple, garantir la confidentialité et gérer même le scepticisme concernant le contenu généré par l'intelligence artificielle. Les gens sont souvent inquiets de la façon dont l'intelligence artificielle pourrait être utilisée, même la sécurité de l'emploi, et particulièrement en ce qui concerne les avatars réalistes et les identités numériques. Il y a donc aussi le besoin de communiquer clairement la valeur de ces solutions de manière transparente et digne de confiance, car sans ce niveau de confiance, les gens n'adopteront pas la technologie à grande échelle. Et pour nous, en tant qu'entreprise qui produit cette plateforme, sans avoir ce niveau de confiance, nous ne serons pas en mesure de grandir. Pour nous, il est primordial d'offrir une plateforme sécurisée et responsable. Donc, vous savez, en pensant à la considération éthique et à la préoccupation autour de l'intelligence artificielle, et vous avez mentionné qu'à DID, les considérations éthiques ne sont pas seulement une partie de notre stratégie marketing. Ce n'est pas comme, vous savez, du blabla marketing. Ils sont au cœur de notre fonctionnement. Donc, vous avez mentionné qu'il y a comme une section éthique et une section confidentialité sur notre site web. Nous mettons nos paroles en pratique au quotidien.
Nous reconnaissons donc que l'intelligence artificielle et les médias synthétiques offrent des opportunités incroyables pour la créativité, l'efficacité et le progrès, mais ils peuvent également introduire des risques tels que les préjugés, les abus et la désinformation. En tant qu'entreprise qui mène la voie dans le domaine des humains numériques pilotée par l'intelligence artificielle, nous ressentons une profonde responsabilité de veiller à ce que cette technologie soit utilisée de manière éthique et d'aider à orienter l'avenir de l'industrie dans une direction positive. Notre approche commence donc d'abord par la transparence. Dans chaque communication, nous expliquons clairement comment fonctionne notre technologie et les mesures que nous avons mises en place pour protéger les identités numériques et la confidentialité des utilisateurs. Nous soulignons que l'intelligence artificielle responsable ne concerne pas seulement la technologie elle-même. Cela concerne son déploiement et les mesures de protection que nous avons mises en place. Et pour être honnête, si je prenais du recul, nous prenons des mesures très, très fortes pour protéger les données et pour garantir que tout le monde comprendra comment fonctionne la technologie. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du fabricant ou du vendeur. Nous appelons à la régulation et à établir des limites très claires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi la responsabilité des grandes chaînes ou d'une plateforme de médias sociaux et aussi la responsabilité des utilisateurs eux-mêmes. C'est notre responsabilité d'utiliser la technologie de la manière la plus éthique possible. Et je suis père de 2 filles. C'est ma responsabilité d'éduquer mes enfants sur la technologie. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, pour renforcer ce que j'ai dit, nous nous sommes associés à certains des principaux experts en matière de confidentialité et d'éthique pour développer les directives et les codes de conduite qui régissent l'utilisation de notre technologie. Cette collaboration nous a permis de rester en avance sur le risque potentiel tout en établissant une norme élevée pour l'adoption éthique de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Je ne peux pas parler au nom de toute l'industrie. C'est notre propre réglementation interne, je dirais. Donc, par exemple, toute vidéo ou avatar que vous avez créé en utilisant DID, vous verrez qu'il y a un filigrane du logo DID. Pour les utilisateurs payants, un filigrane avec le logo IA est présent. Donc, il est important pour nous que les gens comprennent que c'est un média synthétique. Ce ne sont pas de vraies personnes. Et, par exemple, si vous souhaitez utiliser un langage grossier, il y a une chance que vous soyez probablement bloqué. Et dans certains cas, nous avons même dû fermer quelques comptes s'ils ne respectaient pas nos conditions d'utilisation. Nous n'avons donc pas peur de prendre des mesures radicales afin d'assurer la sécurité de la plateforme. Comme vous l'avez indiqué, nous publions aussi une promesse publique détaillant notre engagement pour une utilisation éthique de l'intelligence artificielle, et c'est comme une déclaration publique. Nous croyons donc vraiment en cette conversation ouverte et en l'éthique de l'intelligence artificielle et la transparence avec les utilisateurs. Je ne peux pas divulguer tous les mécanismes que nous avons appliqués, mais par exemple, si vous souhaitez générer un avatar de Donald Trump, je dirais, comme une figure célèbre, vous serez bloqué. Nous n'autorisons pas les gens à générer des avatars de personnes célèbres, donc on vous demandera de changer l'image ou vous devez prouver que vous avez les droits d'utiliser cette image. Maintenant, cela nous a même amené à une situation très drôle et ancienne où des personnes célèbres ont demandé à créer leurs propres avatars et elles ont été bloquées. Alors, je me suis retrouvé à discuter avec l'un des, je ne peux pas divulguer le nom, mais avec un orateur célèbre. Je l'ai pris lors d'une réunion Zoom. Ils ont donc dû me prouver leur identité en partageant leurs identifiants et autres informations sans avoir à me convaincre. Et même si vous essayez de cloner votre voix, vous devez laisser un échantillon de votre voix. Et nous faisons beaucoup de vérifications croisées juste pour nous assurer que l'utilisation de la plateforme est faite par l'engagement éthique de DID. J'adore ça. Pour nos auditeurs, vous avez l'engagement. Les citations et liens de l'interview seront disponibles sur le site web. Donc, pour le moment, nous y allons et il y a probablement un peu plus loin parce que nous avons été très clairs sur l'explication. Et j'apprécie cela donc quand vous allez surtout à la croissance de l'intelligence artificielle, d'accord? Et je veux toucher 2 parties ici. Donc, d'un côté, je pense probablement que l'une des plus grandes choses que j'ai trouvées est que les gens sur Internet se comportent dans des directions légèrement différentes. Et bien sûr, comme vous l'avez mentionné, il y a un bon comportement, mauvais comportement. Et maintenant, bien sûr, nous avons aussi quelques politiciens. Disons qu'ils sont peu conventionnels, même vous les gars là-bas en Israël. Mais ce que j'aimerais aborder concerne davantage les modèles d'intelligence artificielle
D'accord, donc comme les modèles d'intelligence artificielle sont devenus plus sophistiqués, et vous, les gars, bien sûr, êtes l'un des créateurs, je pense que l'équilibre est, pour nous, d'une part, nous avons, par exemple, vous avez mentionné les personnes handicapées, qui est l'une de mes causes préférées aussi, et ils ont, par exemple, une cousine qui est para-olympique, donc elle est l'une de mes héroïnes. Et l'une des choses que je réalise, par exemple, en faisant des statistiques, et nous avons travaillé avec certaines organisations sportives dans les domaines du handicap, c'est qu'en termes de handicap, il y a 1,8 ou 1,6 selon le nombre de personnes handicapées. Et comme vous l'avez mentionné, le plus grand défi auquel elles sont confrontées est de communiquer avec les autres personnes. Ouais. Nous sommes donc entrés dans un nouveau moment où ces agents intelligence artificielle deviennent des amis et interactifs, comme les sites de rencontres modernes. Je ne sais pas si vous alimentez certains de ces sites ou non, mais il y en a quelques-uns et il y a vraiment des gens qui sortent avec des agents intelligence artificielle et passent du temps avec ça. Donc, je veux juste savoir comment vous voyez cela. Je pense que ce n'est pas une question d'éthique. Je pense que sur l'éthique, vous l'avez très bien abordé, mais en tant que civilisation et en tant que père, comme vous l'avez dit, parce que nous sommes tous concernés, et je suis aussi un père, comment voyez-vous cela évoluer? Parce que bien sûr, nous construisons des humains synthétiques, et bien sûr, si vous allez vers la science-fiction, vous avez bien sûr différentes narratives de science-fiction. J'aime toujours aller vers Star Trek parce qu'au moins les humains sont toujours en contrôle, mais aussi des gens comme Geoffrey Hinton qui dit que nous pourrions perdre le contrôle et il est en fait le parrain de l'intelligence artificielle. Alors comment vous, en tant que créateur d'intelligence artificielle, voyez cela? Et bien sûr, je suis ici aussi, en toute légalité, un créateur de technologie d'intelligence artificielle, donc je suis aussi sur le même terrain, donc sans jugement. Je me demande simplement comment vous et bien sûr l'équipe voyez ce défi et aussi bien sûr ces opportunités. Oui, ce sont des questions très sérieuses, car ce sont presque des questions philosophiques sur nous en tant qu'êtres humains, vous savez. Et une fois que ces avatars d'intelligence artificielle deviendront de plus en plus comme nous, donc même aujourd'hui, vous pouvez les entraîner sur votre personnalité. Et penser à la possibilité dans 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est vraiment difficile à imaginer. Donc ça soulève beaucoup de questions éthiques. Et vous savez, des questions de psychologie sur la relation entre les êtres humains et la technologie. Et d'ailleurs, nous avons introduit ces avatars interactifs il y a 1 an et notre vision est centrée sur ce que nous appelons NUI, l'interface utilisateur naturelle. C'est comme l'évolution de l'interface graphique utilisateur, Graphical User Interface. Notre vision est donc très vaste. C'est comme l'interaction entre l'être humain et tout ce qui est numérique. Donc, et encore une fois, je pense que cela apportera une nouvelle forme de relation entre les gens et la technologie. Et comme vous l'avez mentionné, même aujourd'hui, quand j'ai ce genre de dialogue avec ChatGPT, et j'aime vraiment, vraiment ChatGPT, c'est l'un de mes meilleurs amis. Il me connaît, il a une mémoire, il sait comment m'aider. Il a ce genre de mimique émotionnelle. Il suffit donc d'ajouter un visage, d'ajouter des gestes, d'ajouter une analyse des sentiments. Laissez-les être plus empathiques. Et c'est aussi notre direction. Nous aimerions que ces personnes numériques soient plus empathiques. Pensez à toutes les possibilités. Et j'essaierai de prendre le côté positif. Il y a une maladie significative dans le monde. Elle s'appelle la solitude. Pensez à tous, à toutes les personnes seules dans le monde maintenant. La solitude est une maladie qui tue les gens. Et je pense à une aide ou un soutien immédiat pour ces personnes. Et certaines de ces personnes peuvent trouver du réconfort en parlant avec un avatar intelligence artificielle. Pensez même à la génération précédente de systèmes intelligence artificielle. Pensez à Siri. Pensez à un assistant virtuel comme Cortana. Ils étaient comme, vous savez, des modèles semi-scriptés, mais les gens pouvaient converser avec eux. Je le sais grâce aux histoires. Donc, encore une fois, nous savons que les possibilités d'aider les gens à mieux communiquer avec leur environnement et à se sentir plus à l'aise et confiant dans le monde, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Mais de la même manière, on peut soutenir que les gens perdront le contact avec le monde réel. Ils préféreraient donc interagir avec des humains numériques parce que ces humains numériques ne les critiqueront pas. Ou vous savez, je n'ai pas de réponse, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution. Je pense que les avantages de ce type de technologie sont trop importants pour être ignorés. Et je pense que si vous essayez d'ignorer, vous perdrez vraiment des avantages. Je parle en tant que professionnel, dans le monde professionnel, mais aussi en tant qu'êtres humains, parce que
il y a beaucoup d'avantages sur la façon dont nous pouvons digérer l'information, nous pouvons poser des questions, nous pouvons nous évoluer pour apprendre de nouvelles langues, pour créer, vous savez, de nouveaux arts. C'est quelque chose qui est vraiment époustouflant et il y a un compromis et nous devrons trouver un nouveau, comme vous savez, point d'équilibre, peu importe, entre les avantages et les risques. Et je pense qu'à la fin, ce sont nos responsabilités. Nous devons donc définir même ce genre de règles, je dirais cela, dans la manière dont nous devrions utiliser la technologie de la manière la plus éthique possible. Et vraiment, cela peut soulever beaucoup de questions, même de science-fiction. Par exemple, vous créez un avatar. Le grand modèle de langue est impliqué, c'est AGI. Vous aimeriez fermer l'avatar. Tuer un personnage virtuel, est-ce comme tuer une vraie personne? C'est une question à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée auparavant. Mais je crois que dans les années à venir, peut-être, Postol, que nous créerons des règles concernant les droits des avatars. C'est en fait l'un des sujets dont j'ai vraiment discuté. En fait, j'ai récemment fait une interview avec certains des plus grands philosophes de l'intelligence artificielle dans le monde, Nick Bostrom, et récemment quelques-uns d'entre eux. Ils touchent précisément à cela. Vous soulevez un point crucial car il s'agit effectivement de personnalités qui vont se battre. J'espère juste pas comme en 2001. C'est un travail fondamental qui se rétablit de lui-même. Je veux me concentrer sur le côté positif car je pense que le négatif est bien connu de tous et je sais que j'y perds mon temps. Donc, une des choses que j'aime dans ce que vous faites, c'est la capacité d'utiliser ces vidéos. Et vous avez touché que la plupart des vidéos sont très difficiles à utiliser. Et c'est vrai, même moi, par exemple, bien que je sois bon en vidéo et que je sois assez à l'aise, c'est difficile de faire beaucoup de choses parce qu'il faut une grande production et même parfois, je n'ai pas de patience. Comme vous l'avez mentionné, je ne suis pas très à l'aise devant la caméra. Mais l'une des plus grandes opportunités ici est certainement dans l'éducation. Et en prenant cela, et je pense que la question pour vous, les gars, et je sais que vous avez aussi une grande communauté et que vous travaillez différemment et même les nouvelles personnes sont aussi liées à la communauté. L'un des défis que je ressens, et je suis aussi un père, est de regarder mon éducation de côté. Et ma fille, je vois qu'il n'y a vraiment pas de préparation dans les écoles. Et j'ai deux groupes asiatiques différents en termes de mes enfants. Et l'un des défis que je trouve est vraiment à quel point notre système éducatif est peu préparé à enseigner ces choses, bien que tout le monde utilise ces outils. Personne n'a. Et aussi dans les affaires, c'est encore plus effrayant parce que tout le monde a une opinion ou au moins il a une sorte de, comme j'ai dit, un avatar de quelque chose comme le chat faisant des choses folles. Mais le défi est vraiment le manque d'éducation et c'est un trait, vous touchez les opportunités qui viennent avec les affaires. Hier, j'interviewais un penseur et un philosophe chez VC et il m'a dit quelque chose. C'est intéressant et pertinent pour notre public, mais je veux le faire dans le contexte de l'idée. Il disait que si nous avons, genre, et c'était dans le contexte de l'industrie de la mode, si nous avons, genre, nous allons avoir des robots humanoïdes cette année, d'accord? Et tous auront des personnalités comme celles que vous, les gars, construisez, et ils auront cela. Vous pouvez donc créer de nouveaux vêtements pour eux, une nouvelle entreprise qui n'existait pas auparavant. C'est très intéressant d'un point de vue modèle d'affaires, car c'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars avec l'arrivée de millions ou de milliards d'androïdes. Donc, pour revenir à l'éducation et à ce genre de nouveaux modèles d'affaires, en traitant avec différentes entreprises, et vous avez mentionné le fait que les célébrités veulent être un jumeau numérique. J'ai même eu des gens qui sont venus me voir. Je veux créer comme, et c'est pour les gens qui meurent, c'est encore plus sensible, mais vous pouvez réellement faire un avatar d'un parent pour, comme j'ai eu un cas d'une vieille personnalité amie à moi qui, initialement, quand j'ai parlé de créer un jumeau numérique pour un parent, et en parlant de l'une des plus grandes personnalités, Nous avons vu ça, oui, c'est autre chose, tu sais, c'est très, oui, bien, je ne sais pas comment prendre ça. mais elle a commencé à pleurer. Dans ce cas, elle a commencé à pleurer, mais bien, je suis plus intéressé par le côté éducation et le côté affaires parce que c'est le défi actuellement, c'est que, d'accord, nous avons des outils fantastiques et 90% des gens ne savent pas comment les utiliser. Oui, je suis d'accord. Je veux voir comment vous et vos API vous en sortez, en particulier en travaillant ou non dans une communauté. Tout à fait. C'est comme penser à la prochaine génération. Pensez à, vous savez, pour aujourd'hui, comment vous pouvez travailler dans le monde, vous savez, dans le domaine des affaires, peu importe, ou même à l'école, sans utiliser Google Search ou tout autre type de moteur de recherche, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous permettre de rester en arrière. On ne voit pas beaucoup de bibliothèques ces jours-ci, n'est-ce pas?
Vous utilisez déjà des moteurs de recherche. Cela ne changera pas. Maintenant, cela dépend vraiment du pays, de la région et aussi des initiatives initiales et locales. Nous voyons donc ce genre d'expérience et de projets venant des directeurs d'école, des étudiants et même des élèves. On retrouve de tels exemples à travers le monde. Par exemple, vous pouvez créer une leçon d'histoire, un cours d'histoire, en utilisant des personnages historiques célèbres qui peuvent partager leurs histoires. Et pensez à l'expérience des jeunes étudiants qui peuvent interagir en temps réel et poser des questions à Albert Einstein ou à qui que ce soit. Pensez à ces figures, et je sais que vous avez quelques exemples. C'est comme un type différent d'expérience d'apprentissage. C'est une expérience multisensorielle, combinant texte, images, sons et gestes. Vous pouvez converser avec eux. C'est presque comme si vous étiez dans la même pièce qu'eux. Donc, je pense que cela peut apporter beaucoup d'expérience. En plus de cela, pensez presque à être comme ce genre d'aide éducative. Ainsi, tout le monde peut avoir son propre assistant pour faire les devoirs et autres. Nous avons donc commencé à voir ce genre d'expérience et de cas d'utilisation dans certains pays. J'ai personnellement eu la chance de faire quelques présentations pour les enseignants, pour les directeurs, et nous essayons de soutenir cela. Il y a un an, nous faisions partie d'une très belle initiative pour un camp d'été IA, où nous avons formé environ 50 000 enfants autour de la technologie IA, les aidant à acquérir de l'expérience sur comment générer des images, de la musique et des avatars. C'était assez intéressant et l'une des parties les plus intéressantes est que parmi ces 15 000 participants, la plupart étaient des enfants, mais beaucoup de parents étaient également présents pour avoir ce genre d'expérience d'apprentissage conjointe avec leurs enfants. Je crois donc qu'aujourd'hui, les parents et les enseignants les plus avancés ont commencé à utiliser la technologie. Et je crois que les pays ne pourront pas se permettre d'être laissés pour compte car cela créera ce genre d'avantage compétitif au niveau national. Ils devront donc adopter l'intelligence artificielle générative comme partie intégrante de leur programme d'études. Sinon, les gens traceront leur propre voie. Donc, encore une fois, je prends l'exemple parallèle de combien de pays dans le monde n'autorisent pas l'accès à Internet. Vous ne souhaitez probablement pas habiter dans ces pays. C'est fantastique, mais nous perdons du temps. Il reste encore beaucoup à faire. Mais je tiens à vous remercier pour l'aspect fantastique, je pense, la dimension que vous apportez avec une grande clarté et explication. Pour notre audience, je vous encourage à étudier et suivre Tomer dans ses différents domaines d'expertise. Pour en savoir plus sur moi et l'initiative, je suis mentor dans différents domaines. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. À propos de l'idée d'ajouter tous ces liens, j'aimerais avoir votre avis. Oui, tout d'abord, encore une fois, merci pour cela. Veuillez suivre l'idée. Nous avons de grandes chaînes et une communauté Facebook, principalement liée aux créateurs de contenu. Nous travaillons avec et développons deux principales communautés. L'une d'elles est les créateurs de contenu avec lesquels nous faisons beaucoup d'activités. Nous apprécions vraiment leur créativité débordante. Récemment, nous avons organisé une belle compétition de créativité parmi la communauté des créateurs de contenu, ce qui est fantastique. Et l'autre communauté que nous avons est celle des développeurs, car nous sommes une entreprise d'API et il y a déjà quelques centaines de milliers de développeurs à travers le monde qui utilisent notre API et développent leurs propres solutions en utilisant nos propres modèles. Nous cherchons donc à soutenir ces deux communautés. Vous pouvez donc suivre DID.com sur LinkedIn, sur Instagram, sur Discord, sur Facebook. Nous sommes partout et nous inspirons de nos communautés. Vous pouvez également me trouver personnellement sur LinkedIn, Tomer Zucker. Je suis très actif sur LinkedIn où je partage les histoires de DID. Nous organisons beaucoup d'événements et de webinaires pour éduquer le marché et nous essayons d'apporter les choses incroyables que vous pouvez faire avec les avatars au monde. Et je vous invite à nous suivre. Merci beaucoup, c'est un honneur de vous avoir ici. J'apprécie votre approche positive et précise. Comme mentionné, je suis un grand fan de DID et je pense que votre travail est formidable. Félicitations et continuez ainsi. J'espère que nous pourrons apporter cela de manière plus positive au monde. Merci.